Eh bien, je vous invite cette semaine à l'émission Vivez votre légende pour attirer le bonheur à venir rencontrer ma légende, Jean Clich. Merci, Jean, de te prêter à cette rencontre-là qu'on a ensemble pour parler de cette légende que tu es. Et ce qui fait que tu es une légende aujourd'hui, bien, on est dedans. On est dans le parc, on est aujourd'hui dans le parc Taschereau. Et avant d'arriver à ce parc Taschereau-là, je vais commencer à te demander qui es-tu, Jean Clich? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Quel est ton métier? Comment on peut te décrire en 2018? Alors, je suis un marivrain de naissance, avec une famille de deux autres frères et une sœur, originaires de Sainte-Marie, bien sûr. Je suis le seul qui est resté ici à Sainte-Marie. Je suis le seul qui a mis un peu plus de vie dans ma communauté pour avoir été actif dans toutes sortes de domaines. J'y demeure toujours. J'ai une famille et je suis grand-père de deux jeunes enfants de 5 et 6 ans bientôt. Et mes petits-enfants viennent dans le parc, là. C'est plaisant à voir, oui, de les voir courir d'un endroit où j'ai agi. Tout ça, là. Alors, je suis marié à Aline Carrier, une femme aussi bien connue dans son domaine, bien connue, compétente, respectée dans son domaine. Oui. Et je suis au départ un conseiller en main-d'œuvre. Je vis ici à Sainte-Marie, dans la fonction publique. Il n'y en a pas beaucoup en Nouvelle-Beauce de la fonction publique. Okay. Alors, moi, je suis un conseiller en main-d'œuvre. J'œuvre auprès des entreprises qui ont des besoins de conseils en gestion de ressources humaines. Et c'est un défi présentement d'avoir du personnel, du personnel compétent, avec les bonnes attitudes, avec une bonne gestion. Alors, j'œuvre sur mon territoire et j'ai une bonne réception auprès des entreprises. Et c'est pas loin de ma passion, au sens où ma passion, qui est les arbres, mais elle s'exprime par des arbres, mais ma passion, c'est de rendre ma vie sur un territoire agréable pour moi-même, puis pour les gens qui y vivent. Et aujourd'hui, le défi d'avoir de la main-d'œuvre, c'est d'avoir des gens qui y vivent, là. Ouais. C'est correct, les gens qui sont à Québec viennent à tous les jours à Sainte-Marie, c'est tout à fait correct. Par contre, quand ils décident de venir s'installer en Sainte-Marie, je trouve qu'il y a un plus, parce que c'est des gens absolument qui agissent, ouais, qui reçoivent et qui donnent. Alors, moi, j'y ai vu ici à Sainte-Marie un potentiel de ce territoire-là. Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir vu, là. Par contre, je pense que j'y ai œuvré et j'ai voulu rendre ça agréable, puis j'y ai planté des arbres. Ça a été ma passion. J'ai fait des sentiers. On peut penser qu'il y a 4 à 5 km de sentiers. J'en ai tracé peut-être 50 %. Et puis, les arbres, ça fait partie de ma vie. Et les arbres, il y a eu un élément déclencheur important, c'est que quand j'étais jeune, autour de l'adolescence, mes parents m'envoyaient apprendre l'anglais au Nebraska, aux États-Unis, au centre des États-Unis, au nord du Kansas. Okay. Puis, je suis allé 4 étés de suite. Et là, j'ai compris ce que c'était la grande chaleur, puis j'ai compris à quoi ça sert de l'ombre. Ce qu'un arbre peut faire. Oui, ce qu'un arbre peut faire. Alors, des températures de 110 degrés Fahrenheit, wow, 5-6 jours de temps, faut savoir courir l'ombre. Et ce qui donne l'ombre, c'est absolument les arbres. Et j'ai vu aussi, dans ces grandes prairies-là, des arbres qui n'étaient pas aussi nombreux que nous autres ici. Ce n'est pas la forêt boréale. Et j'ai même constaté à un moment donné, après une grosse orage, un éclair, 10-12 personnes arrivaient avec des camions, puis ils discutaient entre eux autres.
Je ne comprenais pas pourquoi, mais il se séparait le fruit d'un arbre mort. Il le découpait, puis ça faisait du bois de chauffage pour eux autres. Alors, ce n'est pas le cas ici, là, on ne se dispute pas du bois de chauffage parce qu'il y en a en masse. Oui. Alors, j'ai vu c'était quoi, un peu comme bien des autres, là, on se rend compte de l'importance d'une chose quand on en a été privé. Alors, j'ai vu ça là-bas, puis quand je suis revenu, ben, j'ai planté des arbres au chalet de mon père à Vallée-Jonction. OK. Et mon père, les grands bras en l'air, il disait, ça va être dur à tondre, là. Il va falloir faire le tour de ça, là, tu sais. Un arbre étant un peu nuisible. Oui, pour la tonte, je le confirme. Tu le confirmes, bon. J'avais aussi des discussions avec des gens, là, tu sais, puis je résume un peu la Beauce, mais elle n'est pas que ça, là, tu sais. Il y a 40 ans, un arbre avait sa place quand il était couché d'une vanne puis qui s'en allait chez Chassé pour être déligné, là. Exactement. Ça, là, il y avait sa place, là, tu sais. Et j'entendais aussi, derrière chaque arbre se cache un Indien, tu sais, c'était... Et un arbre enlevé, c'était une terre à cultiver, puis c'était correct, tu sais. Par contre, on est rendu à un moment où il faut des lieux de végétation. Et j'ai même un ami, Éric Olivier, qui travaille à MRC, il me disait, il y a une quinzaine d'années, à Saint-Isidore, il avait noté qu'il y avait tellement peu d'arbres qu'il avait constaté la disparition de sortes d'espèces d'oiseaux. Alors, on peut penser que c'est toujours aux États-Unis, on pense que c'est en Europe, on pense que c'est en Asie, mais il y avait tellement peu d'arbres, tellement peu de boisés, Saint-Isidore, qui avait constaté ça. Alors, ça me motivait encore plus à planter des arbres, quoique je ne le faisais pas pour les autres, mais je sais qu'ils en profitent. Pour moi, je voyais ça, planter un arbre, un peu comme un artiste qui a une peinture, une toile blanche, et puis qui se questionne quelle couleur qu'il prend, puis qu'est-ce qu'il va réaliser comme produit final. Moi, je voyais un grand terrain, puis à chaque fois que je plantais un arbre ou j'en déplaçais un, ou des fois j'en coupais un, je me disais, c'est quoi le produit final? Bien, c'est un grand espace semi-organisé. OK. Et je m'étais inspiré plus des jardins anglais que des jardins français. Et je me disais, comment qu'un homme, une femme va réagir? Quelqu'un qui ne connaît pas ça, jardin anglais, jardin français, jardin français, c'est plus taillé, taillé, organisé, la symétrie. OK. La même chose à droite, la même chose à gauche. Tandis que le jardin anglais, c'est le chaos contrôlé. OK. Alors, c'est un ruisseau qui coule, c'est un aménagement qui paraît pas, mais il y a quand même une œuvre de l'humain là-dedans. Là. Okay. Alors, j'ai pensé que le parc Taschereau pourrait être ça. Alors, dès 1994, j'ai eu un appel de Denis Sylvain, qui était à ce moment-là directeur général des fêtes du 250e. Oui. Puis il a dit, Jean, tu plantes des arbres, on pourrait-il visiter le parc? Le parc Taschereau n'existait pas, les lieux Taschereau, c'était la première concession était ici. Alors, peux-tu faire un aménagement que les gens fassent une visite? T'sais? Ça fait que ça a été la première œuvre, puis le sort a fait ensemble qu'on a travaillé. Mais avant même ça, toi, tu plantais des arbres, je comprends, tu en as fait une passion, il y a eu un élément déclencheur aux États-Unis, ouais. C'était important pour toi. Pourquoi venir les planter ici, dans la swamp de Sainte-Marie, dans ce qui était presque une... C'était perdu, ce coin-là. Là. Personne n'avait le goût de valoriser ça, mais pourquoi, toi, tu as décidé de venir planter des arbres ici? Bon, mon père est tombé malade et puis il a vendu le chalet. À avoir le grand espace, ma grande toile blanche, je ne l'avais plus. Okay. Et en même temps, mon terrain à Sainte-Marie, j'avais déjà 40 arbres. Il ne faut pas en mettre 45. À un moment donné... c'est dur à tondre. Oui, c'est dur à tondre. On ne voit plus nos voisins. Les feuilles, c'est long à ramasser, tout ça. Et puis, j'ai contacté Myriam Taschereau qui aménageait son manoir dans le temps, et puis elle était d'une très bonne collaboration, puis elle m'a fait confiance, Myriam, je l'en remercie aujourd'hui.
Et j'ai planté quelques arbres, j'appelais le ministère, j'allais chercher 200, 300, 400 arbres au ministère à Saint-Georges, puis je revenais, puis je plantais ça. Je m'assurais de coucher les enfants à la maison le dimanche après-midi, puis dans l'après-midi, je venais ici. Et j'ai planté des arbres, j'en ai planté. Aujourd'hui, j'en dénombre 1000, 2500 arbres de plantés, là. Mais j'arrive à la limite, là, parce que je pense que l'ensemble des terrains, là, à mettre des arbres est pas mal atteint, là. Okay. Ça fait que c'est un ensemble de choses, hein? J'avais un terrain libre, j'avais une terre très fertile, hein? Il faut penser que depuis 10 000 ans, il arrive une inondation à chaque année qui fait rarement le bonheur des citoyens. Bon. Par contre, pour ici, c'est significatif. Il arrive 1 millimètre de limon sur la terre qui engraisse le sol. C'est organique, tout ça. Ouais. L'humidité. Oui. Donc, pour toi, tu avais déjà dénoté ça. Ça te faisait un beau terrain de jeu, comme tu dis, pour être capable de développer ta passion. Mais est-ce que tu avais déjà... est-ce que tu pensais déjà à ce moment-là que ça pourrait être quelque chose qui serait offert? Si Denis Sylvain ne t'appelle pas pour les fêtes du 250e, toi, tu continues ton petit bonhomme de chemin et tu plantes des arbres. Oui. C'est pas dans un objectif déjà avoué de l'offrir à la population ou il y a déjà ça en quelque part? Oui, parce que rapidement, on savait qu'on ne pouvait pas construire. Ouais. Mes parents étaient dans une zone inondable, puis il y avait déjà beaucoup de réglementations, j'étais au courant. Alors, c'était impossible de pouvoir construire ici. La ville grossissait. Le mouvement vert était très présent il y a 20-25 ans. Avec d'autres amis, j'avais fondé Samar. Les gens de la ville de Sainte-Marie nous disaient « on aime ça, continuez, tout ça ». Moi, j'ai pris une tangente un petit peu plus forte sur le parc d'Achereau, quoique la Samar œuvre toujours. Et je savais que les gens s'en empareraient de ce parc-là. Ça t'habitait. Tu savais déjà que ça arriverait. Comment, on ne le sait pas, mais ça va arriver à un moment donné. Puis, j'avais visité, j'étais allé dans des parcs en Amérique. Les gens s'accaparent les belles choses. Oui. Les gens s'accaparent les belles choses, puis ils nous le disaient. OK. Tu avais déjà cette vision-là. Oui. Et donc, ça a été là l'élément déclencheur de ce que tu sentais déjà au fond de toi. Techniquement, ça arrive, les fêtes du 250e. Oui. Denis dit, ça serait le fun. On sait, Jean, que tu fais déjà quelque chose, organise-nous. Oui. Et là, ça a été le premier pas de quelque chose de plus organisé pour l'ouvrir au public. Oui, à ce moment-là, moi, j'œuvrais à planter des arbres, faire des sentiers. On ne peut pas dire que j'étais dans l'illégalité, mais on n'était pas dans un cadre reconnu. Reconnu, c'est ça. Ouais. L'ami Denis Sylvain, avec ses grandes qualités, est arrivé, puis je me suis incorporé à l'organisation qu'on connaît aujourd'hui. Et puis, c'est devenu comme c'est devenu. J'ai toujours gardé l'intérêt pour les arbres. D'autres, c'est pour la construction. D'autres, c'est pour l'animation. Il y a toujours un volet administratif de tout ça. Ouais. Moi, j'ai toujours gardé le volet horticole, arboricole. On l'a mieux défini. On n'a pas voulu créer un jardin anglais ou un jardin français tel qu'on le connaît, mais qu'est-ce que c'est une zone une plaine de débordement de la rivière Chaudière? On est parti d'une vision négative, d'une inondation, maintenant une vision positive de qu'est-ce que ça donne une inondation, comment que la nature vit avec ça. Ouais. Alors, il y a des aspects de curiosité quand on marche dans le parc puis qu'on vient ici, où on voit les niveaux d'eau 0,2 ans, 0,20 ans, puis 0,100 ans, les inondations. Puis on voit les pancartes qui ont été aménagées pour... Et c'est complètement fou, là. Quand on marche sur les trottoirs, puis qu'on dit 0,100 ans, on en a quelques pieds, pour ne pas dire quelques mètres au-dessus de la tête. Ça se peut pas. Mais ça se peut. ça marque l'esprit, principalement pour les gens de l'extérieur qui ne peuvent pas penser que ça existe vraiment. Là. Exactement. Et certains ils doivent penser que c'est une autre invention des Beaucerons pour attirer du monde. Mais ce n'est pas le cas. D'ailleurs, cette année, en 2018, on a eu comme 3 inondations. On en a eu autour du 8 de janvier, puis on en a eu 2 en avril-mai. En quelques jours d'écart, oui. C'est ça.
Et les gens prennent l'habitude de venir voir qu'est-ce qu'il y en est. L'effet aussi de la glace, Martin, là. L'eau n'est pas autant destructeur que la glace qui se forme par une nuit très froide. Il y a 7 à 8 cm de glace qui se forment et après ça, l'eau se retire, la glace descend et elle brise les arbres. Mais seuls les arbres habitués à ça s'y installent. Est-ce que dans ton choix, justement, de ce que tu vas planter ici, il faut que tu tiennes compte de ça, ces inondations-là, oui, qui viennent nourrir le sol, mais qui peuvent aussi... Est-ce qu'il y a des espèces que tu peux dire, moi, je ne peux pas mettre ça dans le parc, ils ne survivront pas? Je fais des expériences. OK. Je travaille avec ce qu'on me donne, le ministère de l'Environnement, des Terres et Forêts, j'oserais dire, me donne des arbres reconnus, épinettes, pins, bouleaux, érables. Je les plante avec l'expérience que j'ai. Je sais qu'il y a des zones où il ne faut vraiment pas y aller. Il faut arriver avec des arbres qui vivent avec de l'humidité à longueur d'année. Mais par contre, j'ai introduit d'autres choses, là. Okay. J'ai introduit du chêne rouge, du chêne de Schumacher, du chêne à gros fruits. J'ai introduit aussi des marronniers. Alors ça sort de l'ordinaire. J'ai introduit du noyer cendré, du noyer noir. J'ai introduit, quoi que nos recherches nous le disaient, du tilleul. D'ailleurs, les recherches qu'on a faites ici, c'est une zone d'érablière à sucre avec à tilleul. La majorité, c'est de l'érablière à bouleau jaune. Mais ici, là, on a une zone climatique différente à tilleul. Ce que les vieux appellent le bois barré. Bois barré, des fois, c'est bois blanc. Ouais. Tout ça, c'est un arbre qui n'a pas une grande valeur commerciale. Par contre, il n'y a pas de... Un beau gros arbre droit, là, quand on le laisse prendre son Oui. expansion. Ouais. Il n'y a pas de défaut dans la nature, sauf si tu veux y faire de l'argent, des fois, tu n'y trouves pas ton intérêt. C'est ça, tout à fait. Jean, tantôt, bon, tu me dis, on l'a fait. Là, aujourd'hui, on est devant le lac qui a été creusé pour être capable de garder ce milieu-là humide tout au long de l'année. C'est beau le printemps, on a de l'inondation, mais sinon, l'eau se retire. Et là, ça devient extraordinaire. On voit des canards, il y a une faune qui est en train aussi de s'installer grâce à tout ce que vous avez aménagé au niveau des oiseaux. Hein, on parlait tout à l'heure des sortes d'oiseaux qui n'étaient pas là puis qui ont commencé à se réapproprier l'endroit. Au départ, il y avait un marais qui passait. Le ruisseau Tachereau a toujours été là. Okay. Avec le temps, il s'est ensablé parce que les travaux de la ville, l'agrandissement de la ville faisaient en sorte qu'on prenait de plus en plus de terre. Et puis, des coups d'eau en plein été fait en sorte que la terre, surtout la terre arabe, va rapidement dans le ruisseau puis ensable le ruisseau. Il y a eu un peu d'excavation de fait, mais après coup, et après des études, et après des autorisations aussi des ministères, tout ça a été fait dans un cadre légal. Là. Ouais. On a recréé des marais qu'on pense qui ont existé au 19e siècle, selon nos recherches, et on a fait une petite adaptation. On a fait ce qu'on appelle une échelle à poissons dans le marais. Alors, c'est pas... on peut appeler ça rapidement un barrage, là, mais c'est une échelle à poissons qui permet un flux des poissons de la rivière Chaudière à ici. Alors, c'est un dénivellement à tous les pieds. Il y a un dénivellement d'environ 1 pied et qui permet aux poissons de remonter. Alors, une échelle à poissons, une passe migratoire, d'autres pourraient appeler ça. Là. Et on peut s'attendre qu'il peut y avoir quoi comme espèce qui va se développer dans le lac? Et là, nos recherches ne sont pas très avancées, quoi qu'on sait que ça pourrait être une bonne zone de reproduction de l'achigan. OK. Alors, on embauche des étudiants pour le savoir. Ils vont faire une recherche bientôt. À peu près, on a recensé 135 sortes d'oiseaux différents. Wow. 2 personnes, Yvon Landry et Gontran Lachance, ont fait cette recherche-là. Et on a le cardinal qu'on entend et on voit le cardinal, l'oiseau. Et des oiseaux de rive, des oiseaux échassiers sont très, très présents. J'ai vu, avec la venue d'eau, ça attire toutes sortes de choses.
Et on a du rat musqué, bien sûr. Oui. J'y ai vu du vison. Certains m'ont dit qu'ils ont vu de la loutre. Faut juste, si on l'a vu de loin, elle peut ressembler au vison aussi. Là. Mais il n'y aurait pas de surprise s'il y avait une loutre aussi. Là. Alors, il y aurait moins de poissons. Oui, il y aurait moins de poissons. Mais il faut penser que tout ça est inondé ici. Hein? Ça fait, moment donné, ça fait que les gens nous demandaient si on était pour ensemencer ça. C'est pas possible de faire ça. C'est pas l'objectif qu'on a. Là. Je comprends. Mais il y a de la vie. Oui, de plus en plus, puis on voit ça. Genre, tantôt, tu me disais ton filon, par rapport à ton métier, les entreprises, puis je sais que tu t'intéresses beaucoup, puis tu te passionnes pour à peu près, hein, quand tu t'embarques dans quelque chose, tu te passionnes. Et le filon, c'était de dire, ben si on met un beau milieu de vie, un milieu agréable, on va attirer des familles, on va attirer des gens à vouloir rester ici, parce que c'est important, avoir un bel endroit où rester. De où te vient ton attachement pour Sainte-Marie? Bien, je pense que la majorité des êtres humains sont fiers de leurs racines. Je ne pense pas d'être différent. Je pense que Sainte-Marie a son identité. Je suis un marivrain convaincu qu'on a bien fait les choses, mais qu'il reste encore beaucoup de bonnes choses à faire. Dans l'histoire de l'humanité, Sainte-Marie est bien positionnée. Il n'y a pas de guerre ici. Il y a du travail, il y a des revenus, il y a une culture. On est près d'une grande ville comme Québec. C'est intéressant. Québec est bien situé dans le monde, est bien perçu. Le Canada, le Québec est bien perçu. Ce que je veux, c'est que les gens marivrains aient un petit plus que les autres n'ont pas. Puis j'y œuvre. Le petit plus que moi je suis capable de donner, c'est un milieu de vie comme ça. C'est un travailleur qui, avec ses revenus, peut peut-être pas se payer un chalet, mais le soir, avec la fatigue du travail, est capable de prendre une marche ici puis dire « la vie est bonne ». C'est une mère de famille qui est capable de laisser la main de son enfant, puis l'enfant va marcher, puis elle ne craindra pas qu'il va se faire blesser par un auto ou une bicyclette. Ou un 4 roues, il n'y a pas de véhicules du tout là, qui sont acceptés ou tolérés l'été. Sauf l'hiver, dans une zone bien précise. Oui. C'est la dame âgée, c'est le monsieur qui a pris sa retraite, puis qui a œuvré toute sa vie à Sainte-Marie, et puis qui découvre une autre partie de Sainte-Marie. Il faut voir le Beauceron comme étant un très grand travaillant. On ne fait que commencer à découvrir un autre aspect de la vie du Beauceron qui est autre chose que le travail. Puis je pense que le parc Taschereau est un bel endroit, tout ça. C'est le marié, la mariée qui vient se prendre en photo ici, puis qui va se rappeler du restant de ses jours. C'est le Montréalais qui arrive ici, puis qui sait que ses parents sont nés ici, puis qui découvre une Beauce qui est autre chose que 75 km de parc industriel. Alors, on a tous différents aspects, là, puis particulièrement l'endroit, donc c'est centre, hein, on est vraiment centre-ville, ça ne peut pas être plus centre que ça. Et il y a comme quelque chose de naturel avec, on disait tantôt, on est dans le parc Taschereau, donc le manoir Taschereau, hein, le premier seigneur ici là, de la seigneurie Taschereau qui a habité là, puis qu'on peut voir. On peut moins maintenant, on ne peut plus aller à l'intérieur, mais qui est là, qu'on voit visuellement. La chapelle Sainte-Anne, qui est dans le même secteur. On a une passerelle extraordinaire qui vient d'être construite pour marcher, hein, pour venir en vélo, tout ça. Et tout ça dans un même secteur où quelqu'un peut dire, moi, je stationne sur le boulevard Vachon au parc à l'attrait touristique, ou je stationne à côté de la chapelle Sainte-Anne, puis je vais marcher. Je vais prendre le temps, il y a des bancs, il y a de c'est aménagé pour... et d'aller goûter à tout ça en se disant, bien, je prends le temps de faire les choses. Puis ça, c'était pas disponible, aller jusqu'à là, pas si longtemps. On a rejoint, je pense, dans le parc Taschereau, l'aspect historique. Tu viens de mentionner que c'est les premiers pas de la seigneurie Taschereau.
Le manoir, il fait partie du territoire du parc Taschereau. C'est un lieu religieux. La chapelle Sainte-Anne a joué un grand rôle, entre autres, par ses activités l'été. C'est un lieu nature, c'est la zone de débordement. On imagine que ça pouvait être le lit de la rivière il y a 10 000 ans, là, à la fin des ères glaciaires. Alors, il y a plusieurs éléments là, qui se rencontrent, puis ça se passe ici. Là. Il faut juste en prendre conscience, puis en faire quelque chose. Je sais que dans les prochaines semaines, il se prépare une activité culturelle où il va se faire des ventes d'œuvres d'art. Wow, okay. Et les fonds vont permettre de développer encore plus le parc Taschereau. Mais moi, je suis heureux de voir des gens qui viennent, puis ils trouvent un bonheur, puis le bonheur est simple, puis il ne s'agit pas d'avoir la plus grosse voiture, il ne s'agit pas de faire tous les voyages de sa vie, il ne s'agit pas d'avoir la maison avec trois portes de garage, c'est mon expression. On peut venir ici puis vivre des moments de bonheur. Et ma joie est encore plus grande quand les gens se saluent. Oui. Aller dans un centre d'achat, ça ne se salue pas, on va perdre une vente. On craint de perdre une vente. Ici, les gens se saluent, même s'ils ne se connaissent pas. S'ils ne se saluent pas, il y a au moins un sourire, il y a au moins un regard qui se fait là. Alors, il y a un contact humain qui est nécessaire pour faire vivre une communauté. Ça me réjouit encore plus. C'est bon. Jean, tu es l'exemple de celui qui a continué une carrière, qui a eu un métier, qui a œuvré dans ce métier-là et qui a développé sa passion parallèlement, qui l'a toujours habité et qui l'a rendu disponible. Hein? Tu as rendu ta passion pour rendre service aux gens. C'est ça qui fait d'un homme une légende, pour moi. Puis je tiens à te remercier de ce legs-là. Maintenant, je te pose une dernière question. On est rendu déjà à la fin de l'entrevue. Et je te dirais, qu'est-ce que tu as le goût de laisser comme héritage? Qu'est-ce que tu as le goût que les gens racontent comme légende de Jean Clich quand tu auras atteint ton dernier jour puis que tu seras parti ailleurs où on ne sait trop? Monsieur Savoie, là, je ne serai qu'une petite note en bas de page, là. Et je serai un humain parmi d'autres. Je ne serai pas le centre là, d'une réalisation. Je serai un soldat parmi d'autres. Et puis savoir qu'on est un soldat parmi d'autres, ça nous rend encore plus humains. Et puis je serais heureux de savoir que les gens vont faire d'autres choses. Puis même si ce n'est pas continuer dans le parc, mais œuvrer pour le développement des gens, des humains, des gens de Sainte-Marie. On a beau aimer le monde entier, vouloir aimer la terre entière, mais il faut y agir localement. Là où on peut faire une différence, une action à la fois. Exact. Merci. Merci pour tout ce legs. Merci pour ta passion et d'avoir réussi à le faire pour toi, pour te faire plaisir, mais en même temps pour rendre service à tous ceux qui en profitent aujourd'hui. Jean, c'est un grand plaisir, puis bonne continuité dans cette réalisation-là. Bien, j'espère que cette émission-là vous aura inspiré à pouvoir vous-même mettre en action les talents qui vous habitent, vos passions. J'espère que Jean vous aura inspiré à vivre votre propre légende pour attirer le bonheur.